Bonjour à tous et bienvenue à Midi Actualité de ce jeudi 26 février 2026 à Kinshasa. C'est parti pour une demi-heure d'informations sur la télévision nationale. Il est possible, depuis hier mercredi 25 février, d'aller de Kavimvira à Gatumba. C'est entre la République démocratique du Congo et le Burundi, fermé depuis décembre dernier après l'invasion de l'armée rwandaise à Uvira. La frontière entre les deux pays a été ouverte par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui était à la tête d'une importante délégation gouvernementale. Bobo Anan Mokonzi revient sur cette cérémonie. Ils ont brûlé d'envie de reprendre leurs activités à Uvira, qu'ils avaient quittées suite à l'arrivée de l'armée rwandaise et ses supplétifs des M23 AFC. Pour raison de sécurité, la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo à Uvira est restée fermée depuis mi-décembre. C'est mercredi, c'est le grand jour. On peut de nouveau partir d'Uvira vers Kavimvira et vice-versa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, est arrivé dans la région pour les cérémoniales d'ouverture de la frontière entre les deux pays. Un échange avec les gouverneurs pour faire le point et un conseil provincial de sécurité élargi pour s'assurer que tous les paramètres sont maîtrisés. La restauration de l'autorité de l'État se vit principalement aussi par le retour des institutions de la République, des services et les charges au bénéfice de la population sont bien suivis. Que la police puisse se redéployer, que les différents services sociaux puissent aussi reprendre, tout cela au bénéfice de la population. Sur le renseignement recueilli, la frontière peut ouvrir. Jacquemain Chabani, F. Bazaïba et Floribert Anzoulouni sont allés au poste frontalier pour donner le go des premières traversées volontaires. À ce jour, cette ville constitue désormais les sites pilotes dans le programme de restauration de l'autorité de l'État sur toutes les zones occupées par l'armée rwandaise. L'espoir de voir les trafics commerciaux reprendre repose sur la réorganisation du retour de la population et du déploiement de la police et autres services de sécurité. À Beni, dans le Grand Nord, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a procédé à la clôture des travaux du Forum provincial de paix sur la problématique des ADF dans cette partie du pays. Pendant 3 jours, autorités nationales et provinciales, mais aussi différents partenaires ont réfléchi aux stratégies qui mettent fin aux violences dont son auteur, c'est tristement célèbre, ADF. Un reportage d'Anim Baraka rendu par Tété Bongoudja. C'est dans une atmosphère empreinte d'espoir que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara Bananouiré, a déclaré clos les travaux du Forum provincial de paix sur les ADF. Avant lui, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Somokakoulé Varis, avait salué la sérénité et l'esprit des responsabilités qui ont caractérisé les échanges, preuve de l'importance accordée par les participants à la recherche des solutions durables. Désormais, la question des ADF sera abordée non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, comme une menace contre la paix, contre l'humanité, et donc il faut trouver une réponse appropriée à la hauteur de sa gravité. Durant 3 jours, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, forces de défense et de sécurité, autorités coutumières, sociétés civiles et partenaires techniques ont analysé la menace terroriste et identifié les défis structurels qui freinent l'action collective. À la clé, plusieurs recommandations majeures. La mise en place d'un cadre de suivi des résolutions, l'élaboration d'un plan provincial intégré de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le renforcement de la coopération interprovinciale et transfrontalière et un accent particulier sur la résilience communautaire et la prévention de la radicalisation des jeunes. Pour Aimé Boji Sangara, ces résolutions doivent désormais se traduire en actions concrètes. Conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre engagement s'inscrit dans une dynamique nationale et régionale visant la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, nous avons désormais une feuille de route claire. Il nous appartient dès lors de transformer nos résolutions en actions concrètes, mesurables et durables. L'histoire jugera notre capacité à agir avec courage et constance. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'unité nationale face à une menace qui dépasse les clivages et exige une mobilisation permanente. Beni, ville meurtrie mais résiliente, ces forums marquent un tournant attendu, celui d'une coordination renforcée et d'une détermination renouvelée pour restaurer durablement la sécurité au Nord Kivu.
En vacances parlementaires dans le Bas-Uélé, précisément en territoire de Ango, la questeure adjointe de la Chambre basse du Parlement, Grace Neema Painigné, a effectué une visite itinérance pour évaluer l'état d'avancement des travaux du programme de développement local des 145 territoires. Des défis sur place sont énormes, au dire de certains responsables locaux. Suivez. À vacances parlementaires dans sa base électorale, l'honorable Grace Neema Painigné, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, a adressé un constat sévère sur l'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans le territoire d'Ango, province du Bas-Uélé. Exécutants de ce projet, ils vendent les ciments, regardez-moi la qualité. C'est quand même ça, c'est craché sur le programme du chef de l'État et ça c'est inacceptable. 2 ans après son lancement par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux seraient loin des objectifs annoncés. Les bâtiments scolaires visités présentent selon elle des signes malfaçons, murs fissurés, toitures défectueuses, finitions inexistantes. Certains édifices encore inachevés montrent déjà des dégradations. Quant à moi, rien n'est encore fait parce que je connais le standing. Je connais le niveau, je connais la qualité des écoles que le chef de l'État a décidé d'offrir à la population congolaise et cela dans tous les territoires. Le chef de l'État fait tout ce qu'il peut pour offrir le meilleur au peuple congolais. Le peuple congolais qui se trouve ici dans la chefferie Mopoï mérite aussi mieux. Pendant ce temps, les conditions d'apprentissage n'ont guère évolué. Dans plusieurs localités, les élèves continuent d'étudier dans des abris des fortunes. En saison de pluie, les cours sont interrompus faute des infrastructures adaptées. À Angon, l'entente demeure forte entre promesses nationales et réalités locales. La crédibilité du programme phare du quinquennat se joue aussi dans ces territoires longtemps restés en marge du développement. Debout Jeunes Congolais, c'est le nouveau programme présidentiel qui consiste en la création d'emplois des jeunes et au financement des différents projets. Les ministres sectoriels se sont réunis autour du ministre d'État, ministre du Plan Guilé Nyembo, dans une réunion stratégique pour ce faire. C'est un reportage d'Yvette Makuntima. Les gouvernements appuient sur l'accélérateur pour l'emploi des jeunes. Cette réunion stratégique de haut niveau autour du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, baptisé Debout Jeunes Congolais, a permis de verrouiller la gouvernance et le financement de ces programmes ambitieux. Pour porter cette réflexion, les ministres d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylaine Nyembo-Mbouizia, a réuni la délégation ministérielle conduite par le ministre de Petites et Moyennes Entreprises et Entrepreneuriat, Justin Kalumba Mwanangongo. À l'issue de cette rencontre, Justin Kalumba Mwanangongo a parlé d'une étape décisive pour la mise en œuvre effective du programme, insistant sur la nécessité d'une coordination rigoureuse et d'un mécanisme de financement durable. Un programme que nous dénommons programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Alors, en quoi il consiste ? Évidemment, le chef de l'État, restant fidèle à son engagement de la campagne électorale, il a engagé les gouvernements à créer de manière massive des emplois qui soient décents et durables, comptables aussi. Et c'est pour ça qu'il a voulu mettre toutes les forces ensemble pour que nous puissions engager la bataille de la création des emplois. L'objectif est clair. Le gouvernement veut passer des annonces aux actions concrètes. Debout Jeunes Congolais n'est plus une promesse, une dynamique à suivre de près, car c'est l'avenir de toute une génération qui se joue. Un monument dédié aux anciens combattants sera bientôt érigé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le projet a été annoncé à l'issue des échanges entre le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, et le collectionneur et promoteur des ateliers d'art, Oskan Manikunda, responsable du label artistique Osman. Des précisions dans ce reportage de Serge Mata. C'est sur la place Square, en plein centre-ville de Lubumbashi, qui sera érigé dans les prochains jours un monument dédié aux anciens combattants. Tel est le compromis trouvé entre le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga et les ministres délégués à la Défense nationale et les Tambwe lors de son récent séjour dans la capitale qui préfère. De retour à Kinshasa, les ministres délégués à la Défense nationale chargés des anciens combattants et les Tambwe a approché Oscar Manikunda, collectionneur et promoteur des ateliers d'art, dans sa résidence
afin d'échanger sur ces vastes projets dont son expertise historique est indiscutable. Ému pour les choix portés sur sa modeste personne, l'artiste et responsable du label Haussmann n'est pas resté indifférent. C'est un sentiment de satisfaction pour moi-même, bien entendu, et surtout pour l'équipe. C'est toujours un plaisir de recevoir un membre du gouvernement, surtout celui qui s'occupe, qui est en charge des anciens combattants. Donc c'est vraiment un honneur. Pour sa part, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, a manifesté la nécessité de faire avancer ces projets dans un délai raisonnable. À vous de voir comment vous devez mixer. Il ne faut pas que ça paraisse militaire. C'est la place des anciens combattants. Il faut que ça soit impératique, mais avec un monument qui s'impose, qui montre la force en fait. C'est dans un climat bon enfant que le ministre délégué à la Défense nationale a quitté ces lieux, tout en réitérant sa détermination pour l'aboutissement de ces fameux projets en mémoire des anciens combattants. Le ministre du Tourisme Didier Manzenga est en itinérance dans le Congo central. Après Kisantu et Mbanzangungu, où il a été visiter quelques sites touristiques importants. Il a mis le cap sur Matadi. Willy Atunakov est dans sa suite. Le ministre du Tourisme qui poursuit sans relâche sa mission officielle d'itinérance dans la province du Congo central pour palper les réalités de son secteur sur le terrain a visité le lundi 23 février 2026 le Belvédère, un site touristique très connu à Matadi où l'on retrouve également le monument Birnaert en hommage à plusieurs milliers d'Africains, Chinois et Européens morts pendant la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa entre 1890 et 1898. Ce site, le plus haut en altitude, offre une vue panoramique superbe sur la ville, ses alentours, sur le fleuve Congo et au loin sur le pic Cambien, culmine à 500 mètres. Aussitôt la visite terminée, direction Boma, ancienne capitale de l'État indépendant du Congo, entre 1886 et 1908, où, à son arrivée, Maître Didier Mazenga Mukanzu a été accueilli par Madame le maire de la ville intérimaire, Claudel Lupemba Kiadi. La ville de Boma, c'est une ville historique. Et cette histoire, il faut que ça soit quand même immortalisé. Et ça signifie, là où il y a des sites touristiques, créer des sites, réhabiliter des sites, permettre au monde en général et au niveau du pays en particulier, de pouvoir visiter et connaître l'histoire de notre pays. Peu après, le patron de l'industrie touristique en RDC et sa délégation sont allés visiter la résidence du premier gouverneur général de l'État indépendant du Congo, un site historique situé juste en face de la mairie. Le célèbre baobab de Stanley, un arbre historique creux et impressionnant où le journaliste et explorateur britannique Henry Morton Stanley aurait passé 2 nuits dans ce trou, accompagné des porteurs recrutés à Zanzibar en Tanzanie. À Kinshasa, il s'est clôturé mardi dernier la matinée fiscale sur les nouveaux codes fiscaux en conformité avec la loi des finances pour l'exercice 2026. Gaëtan Magalano nous en résume les recommandations. Du 23 au 24 février 2026, dans un séminaire consacré aux nouveautés fiscales en conformité avec la loi de finances pour l'exercice 2026, organisé par le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, la Direction générale des impôts a exposé les principales innovations fiscales, tout en répondant aux préoccupations de praticiens sur l'application concrète de ces nouvelles dispositifs. Nous avons insisté sur les innovations concernant les charges déductibles, les revenus imposables. Nous avons insisté aussi sur les innovations concernant la réévaluation des actifs immobilisés. Nous avons aussi abordé des questions sur la parafiscalité, les redevances perçues par la DGRAD. Oui, après ces 2 jours, il faut dire qu'ils ont eu des précisions et des bonnes interprétations, la bonne lecture des dispositions de la loi sur l'IS et l'IRPP. Le CPCC avait jugé qu'il était impératif que les experts comptables maîtrisent le changement introduit afin de mieux conseiller les entreprises et prévenir d'éventuels contentieux fiscaux. Nous avons compris que lorsqu'on déclarait pour l'IPER, c'était seulement la société qui prenait en charge
cet impôt-là. Mais actuellement, nous avons compris que chaque personne, tout ce qu'il produit comme revenu doit être déclaré. Ça va ressusciter d'abord la culture fiscale au sein de la société. Ces assises ont réuni des experts comptables, de fiscalistes autour des innovations introduites par la nouvelle loi budgétaire. Les échanges ont également porté principalement sur l'introduction et l'aménagement de l'impôt sur les revenus de personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Un atelier stratégique a rassemblé les acteurs clés pour mobiliser les investissements dans le backbone national de la fibre optique avec pour objectif structurer le financement pour l'extension, la sécurisation et la redondance du réseau national impliquant des partenariats publics-privés. Plus de détails avec Émilie Kaindo. Au cours de cet atelier de mobilisation précoce des potentiels investisseurs pour la construction et exploitation des backbones de la dorsale nationale de la fibre optique en République démocratique du Congo, les participants ont réfléchi sur le projet d'infrastructure qui constitue le levier de souveraineté, un accélérateur de croissance économique et un pilier essentiel de la transformation numérique de l'État. L'objectif est de partager les orientations stratégiques proposées pour structurer les investissements, recueillir les analyses et recommandations en identifiant les leviers d'incitation capables de mobiliser les opérateurs, les investisseurs privés, partenaires techniques et financiers en vue de renforcer la gouvernance, la transparence et la coordination interinstitutionnelle indispensable. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants, institutions publiques, opérateurs, experts, partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant aux côtés du PTN. Votre collaboration est essentielle pour bâtir une infrastructure nationale résiliente, inclusive et compétitive. Ensemble, nous avons l'opportunité de poser les fondations d'un réseau national capable de soutenir l'émergence d'une économie numérique forte, d'un État modernisé et d'une RDC pleinement connectée au monde. Il s'agit ici du projet d'appui à la connectivité et au transport pacte et celui des transformations numériques PTN pour définir les conditions techniques, financières permettant ainsi de déclencher des investissements nécessaires pour l'extension, la sécurisation et la redondance de notre dorsale nationale. Le pont Lukaya dans la commune de Mongafula à Kinshasa sera bientôt opérationnel. Le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrate Mobengai, en a discuté avec l'entreprise Afrimex qui exécute les travaux avant d'échanger avec le directeur général de SNEL SA sur l'amélioration de la desserte en électricité dans cette commune. Pont, électricité, eau, l'offensive de proximité. À la faveur de ces vacances parlementaires, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, maître Socrates Mobengai, passent à l'action. Première étape, une séance de travail stratégique avec le directeur général des Safrimex, entreprise en charge des grands travaux dans la commune de Mongafula. Au cœur des échanges, les lancements imminents du pont Lukaya au quartier Njili Kilambo et dont les travaux pourraient démarrer d'ici 10 jours, sauf imprévu. Aujourd'hui que le gouvernement a décidé de pouvoir faire continuer ce travail-là jusqu'à construire un nouveau pont pour les habitants de Lembaïmbo, de Kilambo, la Vermal, pour le bien de notre population. Dans le souci d'anticiper pour que cette route soit achevée et que la population de Masso-Construction, la population qui a cru en ma personne, puisse vaquer librement et paisiblement. Mais l'élu provincial ne s'est pas arrêté à ces niveaux. Direction le siège de la Société nationale de l'électricité SNEL pour une rencontre avec son directeur général Teddy Luamba. L'objectif affiché est de mettre fin à l'obscurité qui plonge encore plusieurs quartiers de Mongafula dans le noir. Et ce n'est pas fini. Un autre rendez-vous est déjà programmé pour la régie de distribution d'eau. Question d'aborder d'autres questions liées à l'accès à l'eau potable. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou a procédé à la clôture de l'atelier consacré à la modernisation, à l'optimisation du processus de gestion des données de l'examen d'État. Cette cérémonie s'est déroulée au Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS,
en présence de l'inspecteur général Hubert Kimbonza. Un reportage de Lucie Tsenda. Le gouvernement de la République tient à renforcer le processus de digitalisation de l'organisation de l'examen d'État en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou a clôturé un atelier qui a réuni les délégués venus des provinces éducationnelles du pays à Kinshasa. Il était question de mettre en œuvre un plan quinquennal 2024-2029. Plan qui va accorder une place stratégique à l'intégration des technologies de l'information et de la communication en vue de renforcer la performance et la fiabilité du système éducatif congolais. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas de simples agents de saisie ou des techniciens de l'ombre. Vous êtes les gardiens de la foi publique et de la crédibilité de l'examen d'État. L'outil informatique ne tolère aucune approximation. Face aux défis croissants de la cybersécurité et de l'intégrité des fichiers, votre montée en compétences doit être permanente et une validation rigoureuse à chaque étape du processus. Organisées par l'Inspection générale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ces assises ont permis de définir les stratégies afin de garantir la transparence, la fiabilité et la rapidité dans le traitement des données. C'est pour nous un réel plaisir de concrétiser votre promesse d'excellence. Et nous devons tout faire pour que tout enfant congolais du niveau primaire ait son bulletin avant du 2 juillet ne puisse sonner. La ministre d'État a officiellement remis aux IPP et de façon symbolique les bulletins des niveaux préscolaires et aussi primaires de l'année 2025-2026. Non-respect des contrats de travail, absence des primes, l'intersyndicale du secteur des transports s'en remet au ministre national en charge du travail et de l'emploi. Ils n'ont pas de repos. En grève depuis plusieurs jours pour dénoncer l'absence des contrats de travail, le non-respect des horaires réglementaires, le non-paiement des primes de risque ainsi que des frais d'émission, l'intersyndicale nationale du secteur du transport a présenté ce mercredi 25 février un tableau jugé préoccupant au ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Wamassamba. Puisqu'il y a des revendications des travailleurs depuis des années qui ne trouvent pas de solutions. Alors nous avons cherché cette fois-ci, le voir encore, enfin de chercher des résolutions définitives, que ce genre de problèmes ne se présentent plus. Et ces problèmes qu'il s'agit de contrats de travail, qu'il s'agit des paiements du SMIC, les accidentés qui ne sont pas assurés par la CNSS, les heures supplémentaires, le prime de voyage, l'hébergement des chauffeurs. Nous avons parlé avec son Excellence. Il va convoquer tout le parti et il demande, séance tenante, que la grève cesse. Face à ces dénonciations, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Wamassamba, a fermement réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire respecter la législation sociale en vigueur. Il a annoncé que des sanctions seront prises à l'encontre de toute entreprise qui violerait les droits des travailleurs congolais en instruisant l'intersyndicale de transmettre la liste complète des entreprises mises en cause afin de permettre aux services compétents d'effectuer un contrôle rigoureux et approprié. Artisan du dialogue social et de la paix au milieu professionnel, le ministre Ferdinand Wamassamba a également appelé à la responsabilité des partenaires sociaux. L'acheminement d'un lot de matériel pour la poursuite des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende, stockée dans la province du Haut-Katanga, était une question essentielle à l'entretien que le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a eu avec le représentant du ministère national des ressources hydrauliques et électricité. Un reportage de Richard Kalala. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende enregistrent de nouvelles avancées. Après l'identification des lignes de transport, l'heure est à l'implémentation de postes de commutation chargés de dispatcher ces courants à vocation industrielle. Reçu en audience mardi 24 février 2026, au building administratif, le délégué du ministère national des ressources hydrauliques a annoncé l'entame de cette nouvelle phase à Joseph Moïse Kamboulou Konko, gouverneur du Kasaï central. Les discussions entre l'exécutif provincial et son hôte ont porté essentiellement sur les préalables à examiner, dont l'acquisition des espaces, a confié Maître Karis Olinamungu.
Nous avons échangé avec son Excellence sur les difficultés qui handicapent le projet. Les points qui constituent le blocage, c'est notamment lié à l'acquisition des espaces qui vont servir à la construction des postes de commutation. Son Excellence nous a donné des orientations précises et également il va devoir dans les jours à venir désaffecter certains terrains publics pour l'érection de ces postes-là. Le responsable juridique de l'organe de gestion des constructions de la centrale Katende confirme également la poursuite des travaux de génie civil sur les sites ainsi que la réception dans les prochains jours des différents poteaux. Il compte par ailleurs sur le soutien de l'autorité provinciale pour l'acheminement d'autres matériels en provenance du Katanga. Son Excellence a promis son implication personnelle auprès des autorités de la SNCC pour que les matériels du projet Katende soient pris en priorité. Située à près de 100 km, la centrale hydroélectrique de Katende est censée fournir 630 MW sur 3 lignes différentes, dont Bonkonde, Kananga et Mbujimaï. Sous la direction du professeur Grégoire Bosco Chitengue, directeur général de l'ISTEM Chikapa, il s'est organisé à l'ISTEM même une conférence débat des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï avec pour thème « Femmes cadres, levier puissant de transformation personnelle, institutionnelle et sociale ». Franklin Kalumbo Abantanda pour ce reportage. Femmes cadres, levier puissant des transformations personnelles, institutionnelles et sociales. C'est sous ce thème que l'ISTEM Chikapa, sous le haut patronage du docteur professeur Bosco Grégoire Chitengue, DG de cette institution, vient d'organiser à Chikapa une conférence débat de femmes de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique du Kasaï. Plusieurs défis à relever. Dixit Marie Moukocho, une des conférencières qui a animé cette messe scientifique. Cette femme, elle est confrontée à plusieurs défis. Il y a d'abord le manque de mentorat, le manque de soutien, et sur le plan de l'autonomie de cette femme, il y a le problème de l'accès au crédit. Pourquoi alors l'organisation de cette conférence offerte au public? Bosco Chitengue, DG de l'ISTEM Chikapa, initiateur de ces projets, explique. Pour étendre cette activité à travers la province, nous avons voulu que ça soit fait par les femmes, assez que ça soit connu, toutes les autres institutions soient appelées à adhérer à l'idée que l'ISTEM Chikapa est experte. Selon le VADME comme autres institutions, les conférences font partie des activités de l'ISURSI. Sentiment de totale satisfaction ici exprimé par la révérende Marie Chilomba. Mes rêves sont en train de se concrétiser puisque juste après mes études à Rome, j'avais les soucis de mon pays, servir les filles. Pour sa part, le professeur Casimir Machingonza, DG de l'ISTEM Chikapa, qui a pris part à cette conférence, a félicité Bosco Chitengue et a émis le vœu de voir pareille initiative se multiplier à Chikapa. C'est par cette conférence débat à Chikapa qui a porté sur la situation des femmes dans cette partie de la République démocratique du Congo que se termine ce journal. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne